J'avais reçu un dossier de chaque élève. Et sur chaque dossier, il y avait marqué mention très bien, que des élèves qui avaient réussi en fait à l'école. Et avec les groupes Sciences Po, je me suis rendu compte de l'anxiété qu'ils avaient, mais j'ai été choqué. Alors ils en parlent pas au début. Au début, c'est vraiment tout le monde va bien, tout le monde se passe bien. Ils osent pas trop. Ils sont pris un peu dans cette image de mettre en lumière que, voilà, moi j'assure. Et puis au fur et à mesure, parce que tout le travail que j'essaye de mettre en place, c'est de créer une atmosphère en fait, de créer un cadre. C'est l'importance du cadre pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent parler peu à peu de manière vraiment libre de ce qu'ils sentent au quotidien. Et là, tout d'un coup, la parole se libère. Et ils sont tellement heureux, au fond, de voir que les autres partagent les mêmes problèmes, parce qu'ils ont l'impression d'être tout seuls en fait, parce qu'on est tellement prisonniers de cette image et de faire semblant qu'il y a une hypocrisie générale où on a tous l'impression que moi ça va pas, je suis en galère, je suis en dépression, je me sens mal et que tous les autres vont bien, donc je dois faire semblant, je dois prendre mon image sociale. Mais quand on ouvre les portes et quand les gens peuvent parler vrai, Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Brégégère qui a reçu un truc de ouf. C'est lui qui a reçu le prix des libraires Vivez Mieux. Les libraires choisissent parmi plusieurs titres publiés chez Pocket le livre qui leur plaît, le livre qui a le plus d'impact, et ils ont choisi le sien parce que eux, étant sur le terrain, ont pu constater à quel point son livre pouvait vraiment changer la vie des ados. Bonjour Mathieu Brégégère. bonjour Fabrice. Est-ce que tu peux, en quelques minutes, te présenter ? Donc voilà, Mathieu Brégégère, je suis éducateur spécialisé de formation et l'expérience qui a été la plus marquante dans mon parcours d'éducateur, c'est que j'étais éducateur de rue pendant 7 ans à Gennevilliers, voilà, où je travaillais avec des adolescents et des jeunes adultes. Et puis aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, je suis devenu enseignant de méditation et ce mariage entre ma connaissance des adolescents et ma connaissance de la méditation m'a permis d'écrire ce livre. Et si la méditation était la solution ? Alors, une des choses qui est vraiment très forte, un peu surprenant, très déstabilisant de ton livre, c'est comment tu essayes de montrer qu'on a en fond tout faux avec les ados. Parce que, je crois vraiment ta thèse, c'est par rapport à toutes les difficultés qu'ont les ados à tous les niveaux, et ils en ont beaucoup, c'est un moment de transition, la seule chose qu'on leur apprend, c'est à se mettre davantage de pression. On les culpabilise, on leur met davantage de pression, et tu fais une analyse très fine à quel point, ça ne marche pas et qu'il faut changer d'approche. Ouais, c'est vraiment exactement ça. C'est vraiment le constat que j'ai fait en accompagnant les adolescents au quotidien. Je me suis vraiment rendu compte qu'on leur mettait une pression permanente et qu'on s'est vraiment fouvoyé. C'est vrai qu'il y a une idée reçue qu'on a plus ou moins consciemment qu'en leur mettant la pression au quotidien, c'est ça qui va leur permettre de mieux réussir. Et là, on s'est fourvoyé complètement. Et en plus, ce qui est fou, c'est que cette pression qu'on leur met, cette pression qu'on se met au fond à nous-mêmes, parce que c'est au fond la manière dont on a rapport à eux, c'est la manière dont on a rapport à soi, au fond. Et cette pression qu'on se met actuellement de manière permanente, au fond, c'est ça qui crée les plus gros problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, que ce soit le burn-out, la dépression, et tous ces phénomènes que l'on rencontre aujourd'hui. Tu racontes très bien dans le livre que la manière dont on met la pression, c'est par exemple à l'école, dès qu'un élève a une difficulté, on essaie de lui dire qu'il faut qu'il fasse plus, qu'il travaille plus. Et toi qui as travaillé au quotidien avec les élèves, en les accompagnant, puisque beaucoup de lycées t'ont demandé d'être accompagnant, tu as vu que cette pression, elle ne permet pas du tout à l'élève de travailler davantage, mais au contraire, elle le bloque. Ouais, c'est ça. En fait, quand on nous met la pression, et on le sait tous, à un moment, on voit plus vraiment ce qu'il y a à faire. On voit le fait qu'il faut réussir. Et en fait, on voit plus vraiment la situation. Et à ce moment-là, on est bloqué, en fait. Ça bloque complètement. Et la grande majorité des adolescents, cette pression constante, ça les bloque. Ils peuvent pas avancer. Et moi, je me souviens là, parce que souvent, on se rend pas vraiment compte, parce qu'il y a des adolescents qui ne montrent pas vraiment que ça les touche, cette pression. Ils arrivent vraiment à faire semblant. Et ça, moi, j'étais très furieux parce que souvent, on se rappelle des ados qui vivent leur adolescence en faisant les 400 coups, qui supportent pas cette pression, au fond, qu'on leur met, et ils le manifestent. Donc eux, ils sont visibles, on le sait qu'ils ont des problèmes, et on essaie de trouver des solutions avec eux. Mais il y a plein d'adolescents que j'ai rencontrés qui étaient invisibles, en fait. C'est-à-dire qu'ils arrivaient vraiment à faire semblant de réussir, d'être bien dans leur peau. Et même, je vois des parents qui disent, moi, avec mon adolescent, j'ai pas eu vraiment de problème. Et moi, au départ, j'agissais vraiment
avec les adolescents qui me semblaient avoir des soucis parce que c'était visible. Et peu à peu, au fur et à mesure de mes investigations, je me rappelle notamment du jeune fille, je faisais un atelier de méditation dans une classe, et je voyais que cette fille, qui avait l'air de bien s'en sortir à l'école, ça se sentait, elle n'était pas du tout dans la pratique, elle ne faisait pas, elle était ailleurs et tout ça. Et à un moment, j'ai juste interrogé, je dis et toi Leïla, ça te parle pas trop vraiment la méditation? Elle me dit, oh, vous savez, moi monsieur, ça c'est pas fait pour moi la méditation, hein. La méditation, je pense que c'est pour ceux qui ont des problèmes émotionnels, tout ça. Moi vraiment, ça se passe plutôt bien ma scolarité, donc je vois pas pourquoi j'ai besoin de la méditation. Je dis, ah ben ok, très bien. Après, tu sais, la méditation, ça touche pas forcément les problématiques liées à des personnes qui ont des mauvaises notes à l'école ou qui ont des difficultés scolaires. Ça peut vraiment toucher tout. Juste, moi, ce que je te propose, que permet la pratique, c'est notamment de regarder ton expérience. Donc peut-être regarde ce qui se passe et vois s'il y a des choses qui peut-être sont difficiles en ce moment. Et j'ai laissé comme ça. Et puis la deuxième séance, je voyais qu'elle était de plus en plus intéressée. Et puis à la troisième séance, elle lève le doigt et dit, monsieur, j'ai vraiment mis en application, j'ai regardé un petit peu se passer, je me suis rendu compte que tous les soirs, j'arrivais pas à dormir, je le sais, mais j'ai compris pourquoi. Parce que j'ai regardé avant de m'endormir, parce que vous l'avez dit, vous avez parlé du sommeil avec un autre élève, et du coup j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et au fond, je me suis rendu compte, c'était la chose que vous aviez parlé, où j'anticipais toujours ce qui allait se passer demain. Je réfléchissais toujours, j'essayais d'imaginer tous les scénarios qui pouvaient avoir lieu pour réussir, en fait. Et ça me bouffait la vie, en fait. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'adolescents invisibles qui supportaient cette pression, qui arrivaient à faire semblant un peu comme nous aujourd'hui, la plupart d'entre nous. Jusqu'au moment où ça craque. Et à un moment, ça craque. Et moi, je le vois d'autant plus quand ça craque, parce que ça craque peut-être pas au collège, ça craque pas peut-être au lycée, ça tient le coup. Et j'ai eu la chance, moi, d'accompagner des groupes dans la pratique à Sciences Po. Et là, pour certains, alors j'avais été très impressionné parce que bon, j'avais eu des difficultés assez fortes à l'école. Et la première fois que j'ai reçu un groupe à Sciences Po, j'avais reçu un dossier de chaque élève. Et sur chaque dossier, il y avait marqué mention très bien, que des élèves qui avaient réussi en fait à l'école. Et avec les groupes Sciences Po, je me suis rendu compte de l'anxiété qu'ils avaient, mais j'ai été choqué. Alors ils en parlent pas au début, hein. Au début, c'est vraiment tout le monde va bien, tout le monde se passe bien. Ils osent pas trop. Ils sont pris un peu dans cette image de mettre en lumière que, voilà, moi j'assure. Et puis au fur et à mesure, parce que tout le travail que j'essaye de mettre en place, c'est de créer une atmosphère en fait, de créer un cadre, c'est l'importance du cadre, pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent parler peu à peu de manière vraiment libre de ce qu'ils sentent au quotidien. Et là, tout d'un coup, la parole se libère. Et ils sont tellement heureux, au fond, de voir que les autres partagent les mêmes problèmes, parce qu'ils ont l'impression d'être tout seuls en fait, parce qu'on est tellement prisonniers de cette image et de faire semblant qu'il y a une hypocrisie générale où on a tous l'impression que moi ça va pas, je suis en galère, je suis en dépression, je me sens mal et que tous les autres vont bien, donc je dois faire semblant, je dois prendre mon image sociale. Mais quand on ouvre les portes et quand les gens peuvent parler vrai, je me suis rendu compte qu'il y avait une fille notamment, elle disait, voilà, elle n'a pas dit au début, au fur et à mesure de l'année, elle dit depuis le début de l'année, elle était en Master 1, hein. Depuis le début de l'année, je sais pas, depuis que je suis en Master 1, j'arrive pas à assumer d'aller aux épreuves orales. Parce qu'en fait, à Sciences Po, il y a des écrits, donc ça lui posait pas de problème. Mais à chaque épreuve orale, elle inventait une excuse, mais à la fin, parce qu'elle avait repoussé, je sais pas, un nombre incalculable d'euros, elle inventait des excuses, mais plus saugrenues les unes que les autres, et elle avait une désestime, enfin, elle se détestait, elle avait eu haine de soi, terrible. Et elle n'arrivait pas à assumer parce qu'elle était trop anxieuse, parce elle ne supportait pas l'échec, parce qu'on lui met la pression, en fait, et qu'elle se met à force la pression. Et on a fait un travail vraiment... déjà, je l'ai remerciée de son honnêteté, et le fait qu'elle ait été sincère, ça a déjà changé quelque chose. Le fait qu'elle ait pu nous le dire, elle nous l'a dit après coup, elle a dit cette séance où j'ai pu vous en parler, ça a été déjà un pas de côté que j'ai pu faire avec ce phénomène-là que je vis au quotidien. Et après, on a travaillé avec elle et à la fin, elle a pu passer ses examens. C'était... Parce qu'au fond, ce que tu montres dans le livre, c'est que prendre le temps et l'espace d'être honnête avec ce qu'on sent, et particulièrement quand on est ado, d'avoir un espace dans lequel on est moins pris par la pression d'être performant, excellent, c'est un soulagement, une réconciliation qui résout énormément de problèmes. C'est ça. En fait, mais est-ce qu'on pourrait parler du cas de la souffrance très visible? Là, on a vu de l'invisible pour montrer que même des gens qui souffrent pas de pression, en fait, ils l'ont intégré et ça finit par exploser. Mais
Mais parce qu'au fond, Ouais. les gens les plus visibles, on sent qu'ils ont plein de pression, mais c'est pas si clair. On voit qu'ils veulent pas travailler, qu'ils foutent le bordel, qu'ils sont en désespoir ou en détresse. En quoi c'est la pression qui permet de comprendre que c'est pour ça qu'ils sont en échec? Parce que on a quand même l'impression que s'ils sont en échec, c'est qu'ils travaillent pas. Oui, c'est clair. C'est vrai que c'est Toi, sûr. tu as travaillé avec des élèves même qui étaient des cancres, des gens vraiment qui étaient... t'as même eu des élèves que tu as accompagnés, qu'on hésitait même à renvoyer. Ouais. Ouais. Vraiment, en fait, moi, ce que je trouve essentiel avec ces jeunes qui manifestent en première vue ou de l'agressivité très profonde, vraiment des émotions enfin vraiment, ils font les 400 coups. Parfois, c'est des gros passages à l'acte et on en rencontre beaucoup dans tous les milieux. Face à ce genre de situation, on aurait l'impression, c'est sûr, que c'est parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils n'ont pas envie, ou parce qu'ils sont bêtes, ou pas intelligents. Ou parce qu'on n'a pas mis assez de pression. C'est-à-dire que oui. qu'on n'est pas assez carcéral, on ne punit pas assez solidement. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai, en plus, on se dit, mais attends, mais on essaie de trouver des solutions, mais qu'est-ce que j'ai... Donc on essaie d'aller encore plus loin dans la pression qu'on leur met. Il y a quand même tout un discours social. Si on mettait des policiers dans les établissements scolaires, peut-être en leur mettant plus de pression, ils arrêteraient de déconner. C'est ça. Alors pourquoi c'est pas vrai? Eh bien, c'est pas vrai parce que dans la réalité, quand on rencontre ce genre d'adolescents et qu'on crée justement ce cadre d'écoute en fait et de considération, enfin moi j'ai vu que la clé, en tout cas moi, qui me permet de rentrer en relation avec ces jeunes très très agressifs en première main avec l'adulte, donc ils vont commencer à t'agresser dès le départ, c'est de commencer à considérer pas seulement l'apparence, mais ce qu'il y a derrière les apparences. Et ça vraiment, c'est pas facile au départ, parce que c'est très très visible l'apparence, mais est-ce qu'on pourrait justement peut-être arrêter, peut-être la solution de ce que je vois, c'est quand je rencontre ce genre d'ado, je veux pas forcément trouver une solution. Abandonner, peut-être c'est un peu radical, mais même aux parents, je leur dis c'est plus facile, c'est plus difficile pour les parents que pour un accompagnant, mais d'abandonner le projet qu'on veut pour un adolescent. Le fait d'abandonner le projet, déjà, vous voyez, dans le rapport, la manière dont tu lui parles, on lui met même la pression, parce qu'on n'a pas un projet pour lui. Par exemple, c'est quoi un projet pour lui? Eh bien, par exemple, un projet pour lui, c'est j'aimerais que mon enfant... En fait, on ne s'en rend pas compte, mais on a plein de projets en arrière-fond pour nos enfants. On aimerait qu'ils réussissent dans la vie, qu'ils puissent... Alors, des fois, quand c'est juste, ça va, des fois, ça va jusqu'à... On aimerait qu'il fasse un métier particulier, on aimerait on aimerait des fois qu'il ait des qualités. Par exemple, on aimerait qu'il soit plutôt gentil, on aimerait qu'il soit bon en sport. Enfin, tout dépend après les parents et les accompagnants, mais on a des projets pour eux. Et à un moment... Pourtant, c'est plutôt bien d'avoir des projets. Oui, mais en fait, ce projet, En fait, c'est ça la pression, en fait. Parce que l'adolescent, il le sent, en fait, qu'on a un projet pour lui et qu'il ne va pas forcément dans la direction qu'il voudrait. Parce que les projets qu'on a pour Puis il a peur de ne pas réussir et de ne pas être à la hauteur. Voilà, et en plus, ouais, c'est clair, c'est ça. Et c'est ça, la peur de ne pas être à la hauteur, c'est vraiment ce qui enlève la possibilité de prendre des risques, en fait. Et souvent, ça les empêche de prendre des risques, d'oser faire des choses. Et c'est vrai que, moi, vraiment, ce que je vois, ce qui peut vraiment aider, c'est qu'à un moment, on abandonne le projet de voir... Moi, c'est ce que j'ai découvert en pratiquant la méditation. C'est ce qui a changé aussi les choses. C'est qu'à un moment, en pratiquant la méditation, on apprend à abandonner l'objectif pendant quelques minutes. C'est-à-dire pendant quelques minutes, alors au début, on a plein d'objectifs, on cherche à être plus calme, on cherche à être plus zen, mais peu à peu, on apprend, méditation après méditation, à ne pas rechercher, à arrêter les objectifs. Et en fait, ce que ça permet, c'est d'ouvrir le champ de vision. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de dire, et ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand je regarde un ado, j'essaye d'ouvrir le champ de vision, de ne pas regarder, parce que quand on a des objectifs pour quelqu'un, en fait, on a un champ de vision réduit, et même quand on le regarde, on ne voit que certaines choses. Oui, en même temps, tu as un élève qui est en échec scolaire, tu veux quand même qu'il réussisse. Oui. Donc, comment tu fais pour ne pas mettre de pression? Tu veux quand même que l'élève... Tu en as eu des élèves qui sont en échec scolaire. Ben, moi, c'est quoi la solution pour aider un élève? Il ne réussit pas Ben, moi, je me souviens de ce jeune, justement, t'en parlais un moment, de ce jeune qui était dans un lycée professionnel. Il venait juste d'arriver dans un lycée parce qu'il s'était fait exclure de notre lycée. Et donc là, quand tu arrives comme ça, tu es déjà stigmatisé, ce qui est un peu logique, hein. Tu viens de te faire exclure et tu arrives dans un lycée. Il est en terminale, dans un lycée pro. Et il arrive au milieu de l'année et très très vite, il cause des problèmes.
très très vite, il cause des problèmes. Et Quel genre? eh ben, alors lui, il ne supporte pas la frustration. Donc, il est dans la classe, le prof va lui dire non à une demande qu'il a, et il se met immédiatement en crise. Et il peut soulever la table, s'énerver, parler mal, sortir de la pièce. Et ça, il le fait exactement avec ses camarades aussi. Il ne supporte pas la frustration de ses camarades. Dès qu'il y a un camarade qui lui dit quelque chose en classe, il peut se mettre dans une colère monstre et du coup rentrer dans une colère. Donc voilà, ça c'était ce qui se passait. Et donc avec une agressivité verbale et qui pouvait aller jusqu'à la violence physique. Et donc moi j'intervenais dans sa classe et bien sûr je travaillais avec une CPE qui m'a dit tu vas dans cette classe, il y a ce jeune-là et aie-le en tête. Et donc moi je le voyais, je savais qui il était et mon travail c'était vraiment d'abord de l'accrocher. Et finalement souvent le paradoxe c'est que quand je présente ces ateliers de méditation, souvent ces jeunes ils accrochent directement. Enfin, c'est fou et donc pourquoi ils accrochent? Ce que j'ai remarqué, c'est parce que il y avait un dialogue d'authenticité. Vraiment, le point qui me semble essentiel quand je parle aux ados, c'est de parler vrai, d'assumer aussi les failles que j'ai eues dans mon adolescence, ma vulnérabilité. Et ça, le fait qu'il y ait un discours comme ça qui soit pas une forme de communication qu'ils entendent constamment à la télé, à la radio, dans les séries, un langage un peu, un langage vrai, ça les accroche. Et à partir de là, qu'on a établi une relation, à la fin de la classe, je lui ai dit, écoute, j'ai appris ce qui s'est passé, est-ce que tu voudrais que peut-être on prenne un temps, un individuel, pour essayer d'avancer un petit peu sur ce lien que tu as avec tes émotions et tout ça. Et il a dit, ok, on essaye et tout, ok, donc on s'est vu une fois. Et là, le travail, c'est de créer une relation de confiance. Et c'est ce que je disais par rapport à ce regard large. En fait, moi, là, je l'écoutais, j'écoutais ce qu'il avait à me dire, mais j'avais aucun jugement, au fond, sur ce qu'il avait à me dire. Et à partir de là, le jeune, il sent. Il sent que là, dans la relation, il y a quelque chose qui est neuf, qui est pas pris dans cette pression où il faut absolument obtenir un objectif. J'ai pas de projet pour lui. Parce qu'en fait, ce que tu décris, c'est que la pression, elle est très abstraite. C'est ça. On dit aux gens, on dit à l'ado, faut que tu réussisses, mais il voit pas du tout comment il faut faire. Faut que C'est ça. tu sois une vie heureuse, mais c'est complètement désincarné C'est ça. de sa propre expérience. Et donc, Et donc, en le rencontrant, tu permets que quelque chose s'intègre à partir de là où il est. c'est ça, c'est la rencontre en fait. Et à partir de cette rencontre qu'on a eue ensemble, de cette relation de confiance, on a pu vraiment établir qu'est-ce que tu fais concrètement quand une prof te parle mal. Qu'est-ce que tu fais concrètement quand il y a... Et là, c'est vrai que le travail de la méditation, par les repères qui nous aident avec la présence à son corps, à sa respiration, on a commencé à mettre un travail en place qu'il a commencé à mettre en pratique en fait. Et je me souviens qu'un matin, j'arrivais, bon, je ne devais pas voir ce jeune-là, mais une autre classe, et la CPE vient en catastrophe, elle dit ouais, je sais qu'avec Maxime, tu fais un super boulot et tout, mais malheureusement, là, il a agressé une prof et il a un conseil discipline immédiat là, dans 2 jours. Et franchement, je suis habitué à ce genre de situation, je pense qu'il va se faire exclure. Alors, j'étais mal parce qu'on était vraiment dans la perspective de travailler le bac en fait. Il y avait vraiment ce truc, parce que derrière ça en fait, quand j'ai commencé à parler avec lui, il m'a dit je veux le bac. Il a dit en fait, à un moment, il a dit je le veux. Donc je dis écoute, tu penses pas que je peux le voir en urgence là qu'on essaie de préparer quelque chose. Donc je le vois et tout, donc il était tout penaud, et ouais putain, je suis encore parti, je suis désolé Mathieu et tout. Je dis mais non mais t'inquiète, c'est normal, tu crois ça peut pas se faire en une fois. Par contre là moi, il y a un moment important, c'est le conseil de classe. Je sais comment la CPE m'a dit, et je sais comment tu fais dans les conseils de classe, tu parles pas. C'est ce qu'il faisait. Je lui dis, mais comment tu fais? Toi, tu parles, tu te défends. Ah non, non, en plus, il y a mon père, il y a ma mère. Moi, je dis rien, je me tais. Et je dis, là, après, si tu veux le bac, là, c'est ton aspiration. Alors là, il va falloir qu'on mette en place une stratégie. Et donc, du coup, je lui ai dit, et on a vu ensemble, si la seule chance que tu es pour moi, que tu sois sauvé, c'est que tu dises qu'on fasse un travail, que tu t'engages à faire un travail avec Mathieu, jusqu'au bac, et qu'à partir de là, c'est la chance qu'il te donne pour être sauvé et pour finir l'année. Donc je l'ai motivé, j'étais là le jour avant son conseil, je suis venu, je l'ai motivé, et puis il a parlé, il a pris un engagement, on avait écrit, on a écrit ensemble ce qu'il devait dire, on l'a répété, enfin c'était tout un truc, il était fier, à la fin il est sorti, il a dit « je l'ai dit Mathieu, j'ai été sauvé, il me garde jusqu'au bac ». Et donc déjà ça c'était une première victoire, et puis on a continué à travailler ensemble, et il a eu le bac, et là, là dans son regard,
Donc c'est possible en fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le passage de l'un à l'autre? Le passage de l'un à l'autre, c'est-à-dire? C'est-à-dire le passage de la pression, il faut que tu te contrôles et que tu arrêtes d'insulter les profs qui ne marchent pas, au fait qu'ils prennent cet engagement. Donc on voit bien que enlever la pression, c'est pas ne rien faire, c'est vraiment un changement de stratégie. Ton livre, c'est vraiment donner des outils pour un changement de stratégie. C'est de montrer, attention, voilà, l'élève est trop énervé, est trop à l'air paresseux, se met trop la pression, veut trop bien faire. Dans tous les cas, ça marche pas, parce que on leur dit juste fais plus, fais mieux. Voilà, la performance qui est complètement abstraite, donc il y a un changement. Et alors là, dans le cas de cet élève, c'est quoi le changement? Le changement, c'est qu'à un moment, un adulte lui fasse confiance pour ce qu'il est, en fait, et qu'il le regarde dans son entièreté. C'est-à-dire que moi, je ne cherchais pas à dire que ce qu'il faisait, c'était mal et qu'il fallait qu'il soit celui-ci. J'accueillais entièrement cette phase d'agressivité qu'il avait. Et je lui dis, ben, tu sais, vraiment d'accueillir entièrement ce qu'il était dans ses dimensions les plus fautives, entre guillemets, par rapport à la société. Et en même temps, j'essayais de mettre en lumière qu'il était autre chose que ça. En fait, c'était comment il était enfermé identitairement dans une idée de lui-même et comment, en l'écoutant, je voyais qu'il y avait des passions sur d'autres choses et j'essayais de le questionner aussi sur ses passions. Il était passionné de foot. Et ça, par exemple, il était capable, par exemple, au niveau de la mémoire, par exemple, il disait qu'il était bête, qu'il était idiot et tout ça. C'était une des raisons aussi pourquoi ça marchait pas en classe. Ça, c'est intéressant aussi parce que la pression finit par induire que l'élève pense qu'il est idiot. Ah, mais puisqu'on leur dit, vous devriez réussir, je réussis pas, donc ouais, je suis idiot. En fait, non, tu réussis pas parce que tu n'as pas la bonne manière d'approcher les choses. Mais comme on leur dit pas ça, si tu voulais, tu peux. Enfin, c'est tout le discours de la pression. Ah, si tu veux, tu peux. Mais c'est ça, en fait. Et donc, comme lui, il veut et il peut pas, il se sent complètement... voilà. Donc, il préfère ne rien faire que d'être confronté à l'échec. Et du coup, il reste dans cette idée que c'est son identité, c'est lui et tout ça. Donc, tu le montrais. Et donc là, tout d'un coup, il était passionné de foot, donc je lui pose plein de questions, et je me rends compte qu'il a une mémoire phénoménale, en fait. Il connaît des joueurs de Ligue 2, d'une équipe, du Red Star, du match. Je dis, mais tu te rends pas compte que ça c'est la mémoire. C'est une forme d'intelligence. Ça veut dire que quand tu es passionné par quelque chose, ça marche, en fait. Et donc, à partir d'une ouverture sur des points de sa vie où, en fait, il est bon, eh ben, ça ouvre de nouvelles perspectives. Et le rapport après qu'il a au travail d'avoir le bac, on peut avoir du coup des clés, des leviers pour le faire avancer, en fait. Et au fond, il se rend compte qu'il n'est pas du tout bête. Et quand il se libère de cette idée « je suis pas du tout bête », il commence à dire « mais en fait, j'ai retenu ça. Ah mais oui, mais je connais ça. Et je connais aussi ceci. » En fait, donc, un des passages aussi d'enlever la pression, c'est de leur redonner confiance. Et on peut dire que tout ton livre, c'est comment redonner confiance aux ados, plutôt que au fond, c'est ça qui est paradoxal. La pression, ça semble plein de bon sens. Mais en fait, ça les bloque complètement. C'est fou. Mais en même temps, on comprend, c'est logique. Un élève qui déconne, on a envie de lui dire maintenant, t'arrêtes de déconner. Ah oui. Ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est complètement fou. Comme tu dis, il faut changer le cadre, changer de stratégie. Et ils sont étonnés, en fait. Parce qu'en fait, on va toujours dans la même stratégie. Et là, tout d'un coup, quelqu'un qui change de stratégie, eh ben ça renverse entièrement le phénomène et ça ouvre une porte. Alors, il y a un élément qui est quand même vraiment très surprenant, que j'ai trouvé très éclairant dans ton livre, c'est de montrer que une des manières dont on met la pression aux ados, qui est particulière aux ados, c'est le fait que on vit dans un monde où on valorise la réussite. Et donc, il y a très peu... Les gens n'osent pas parler de leurs difficultés, de leurs problèmes. Donc, ce qu'on ne voit pas, c'est que l'ado, qui vit un tourbillon émotionnel, une inquiétude, quant à sa place dans la société, quant à son genre, quant à son désir, quant à sa place dans le groupe, des questions qui sont beaucoup plus prégnantes que pour nous adultes, comme le message social, c'est tout le monde réussit et tout le monde... Il se sent d'autant plus mal. Et donc là, c'est vraiment... moi, ça, je n'avais pas du tout vu avant de lire ton livre, parce que nous, adultes, on a trouvé des formes de sociabilisation. Voilà, on est un peu... Et donc, une des choses que tu proposes dans le livre, c'est d'oser montrer à l'ado comment nous, adultes, on n'est pas parfaits.
Et ça semble vraiment banal, mais c'est très rare C'est que très les rare. ados rencontrent un adulte qui ose, au lieu d'être dans une position « je t'explique le monde, je sais, je suis le sachant, toi tu sais pas », qui semble pourtant la chose la plus basique à faire, maintenant tu essayes de montrer, à un Mm. moment c'est bien aussi d'oser montrer à Mm. l'ado qu'on est des êtres humains. Pour moi, c'est là la clé, une des clés les plus fondamentales. Arriver simplement, en étant complètement libre de parler que nous aussi, en fait, on galère. Et qu'il y a des moments dans notre vie, dans notre enfance, mais aussi dans notre vie là, où on a des difficultés, où parfois on est dans une situation de vulnérabilité, où on est fragile à ce moment-là. Et ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est comment on fait là. Parce que c'est ça qu'ils vivent en fait là actuellement, et ils n'ont aucune clé parce que ce qu'ils voient faire, parce qu'ils ne sont pas dupes, ce qu'ils voient, c'est leurs parents et les autres adultes, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? Ils font semblant. C'est fou parce que c'est vrai, on a tous cette habitude-là. Bien. On voit un ado, on essaye de montrer qu'on Ah sait ouais. en pensant que c'est comme ça qu'on va l'aider. C'est ça. En lui montrant, voilà, Voilà. nous on sait, voilà ce qu'il faut que tu fasses. C'est ça. Passe pour l'aider. Et Oui, oui. on pense pas du tout qu'il faut faire l'inverse. Voilà, moi aussi j'ai eu peur, moi aussi j'ai mal, moi aussi des fois je sais pas. Et paradoxalement, c'est ça qui pourrait soulager un ado parce qu'il voit à ce moment-là qu'il est humain, qu'il n'a pas honte de ses faiblesses et qu'il peut apprendre comment on y fait face. Ça les soulage. Moi, je le vois hein, dans une classe, à un moment où la tonalité change et ça commence à parler vrai, les yeux, ouais, ils se positionnent, l'attention, tout d'un coup, ils sont là, ils sont présents, les yeux changent, ils se disent, là, on va enfin me dire quelque chose d'important dans ma vie. Et donc, oui, c'est tellement important. Je me rappelle d'une situation où il y avait un enseignant. Donc souvent, moi, dans les classes, j'invitais les enseignants à venir. Enfin, c'était vraiment très, très ouvert. Venez voir. Enfin, il n'y a aucun problème. Et là, c'était un enseignant qui connaissait cette classe, qui les accompagnait, qui était leur professeur principal en plus. Et à un moment, j'aime bien amener des débats aussi. On parle notamment sur la société un peu de l'immédiateté, comment ils sont pris par les séries. Et on parle notamment des séries, comment les séries sont faites, comment Netflix réfléchit pour accaparer notre attention. Alors ça, c'est des sujets qui les passionnent. Ah ouais, ils savent tous comment ils font. Et à un moment, le prof qui est pris dans cette discussion commence à parler aussi de lui. Il commence à dire, bah oui, moi aussi je regarde des séries. Juste, il a dit juste, hein, moi aussi je regarde des séries. Tous les élèves l'ont. Monsieur, vous regardez des séries, vous? Ben oui. Et vous regardez quoi alors, monsieur? Alors moi j'aime bien ça. Ah ouais, moi aussi. Hein. Et là, il s'est passé un truc. Ça a duré 5 minutes. Après, on est passé à autre chose, on est revenu. Mais 4 jours plus tard, l'enseignant, il vient me voir. Il me dit, Mathieu, depuis cette séance-là, depuis ce moment, le rapport que j'avais avec cette classe s'est complètement transformé. Alors, il raconte pas sa vie à chaque séance, mais il y a quelque chose qui s'est passé là d'une relation authentique. Et ça change tout. Et alors là, dans les classes, on peut pas aller si loin, mais quand je suis dans des groupes vraiment d'ados où on peut vraiment se voir pendant plusieurs séances, avec Sciences Po, c'est la même chose, je les vois chaque semaine. Là, il s'établit un moment, une atmosphère où, comme je le disais avec la jeune fille, on peut parler vrai, on peut se dire les choses. Et ce qui est complètement paradoxal, hein, c'est pendant la séance, ça dure 1h30, on est là, on pratique ensemble, on parle de notre expérience, et parfois c'est des expériences assez douloureuses qu'ils puissent partager, mais quand on sort, on n'est pas déprimé, hein. Alors qu'on a parlé des choses les plus difficiles de l'existence humaine, de la mort, de la maladie, de la souffrance, de l'anxiété, du comment, pourquoi j'arrive pas à dormir le soir. Mais quand on sort, enfin en tout cas moi ça m'arrive, et les témoignages que j'ai des gens, on est revivifié. On est vivant. Moi, c'est pour ça que je sors dans ce genre de groupe, je me sens vivant. La vie m'appelle en fait. Parce que j'ai parlé des choses vraies, des vraies difficultés, et qu'on a pu échanger dans un dialogue vrai. Alors concrètement, comment on fait? Mon ado passe son temps à regarder des séries et veut pas travailler. Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Mais déjà, moi, juste pour revenir, déjà, le premier conseil en lien à ce qui vient d'être dit par rapport à cette capacité du parler vrai, juste, tu vois, parler de son expérience d'adolescent. On a tous notre adolescent qui est là, qui est présent en fond de nous. On parle de l'enfant intérieur, mais l'adolescent intérieur, il est là aussi. Et d'essayer de le retrouver, parce que là, après, on a été pris dans notre vie d'adulte, dans la performance, dans avoir des objectifs, et puis il y a nos enfants, on a peur pour eux. Donc... Mais juste, on arrête un peu ça, ce cercle vicieux là qui nous enferme un peu dans un regard très figé. Juste, comment j'ai été moi? Comment je me suis senti? Qu'est-ce qui a été important pour moi à ce moment-là? Et là, on peut raconter des histoires. Moi, je pense que ce qui manque,
c'est aussi raconter des histoires à nos ados de ce qu'on a été, même de nos grands-parents, comment ils ont été. Moi là, je teste un truc avec mes enfants, ils sont plus jeunes, mais je le fais avec les ados aussi. Tous les soirs, avant de dormir, ils me disent, maintenant, je leur raconte comment j'étais à 5 ans. Je dis à la maternelle, alors, leur âge. Je dis, à 5 ans, alors j'invente des histoires aussi, c'est pas tout le temps. Mais ils sont à fond. Ils disent, comment t'étais, papa? Et je raconte que j'avais des galères, qu'à un moment, je me suis fait taper par un enfant, alors comment j'ai fait? Et en fait, je me rends compte que pédagogiquement, en m'appuyant sur des histoires un peu mythiques, je leur faisais mieux passer ce que j'avais envie de leur faire passer qu'en faisant la leçon, en fait. Parce que là, ils sont là, et tous les soirs, ils disent, papa, reviens. Et là, ils sont tellement attentifs qu'ils entendent. Alors que dans d'autres moments où là, je suis énervé parce que je les vois faire un truc, ça va pas du tout. Je dis, viens ici, fais. Non, ça va pas. Nan, nan. C'est fermé. Donc, voilà, créez des moments propices avec votre adolescent où vous pouvez parler vrai. Et ça peut être. Et moi, un peu la clé de l'éducateur de rue que j'ai été, c'est aussi profiter des moments informels. Je sais pas, on regarde un film ensemble. On est en train de faire quelque chose, de créer des situations dans l'informel pour créer une relation. Pas forcément dans... Parce que souvent, on a l'impression, voilà, il faut que je lui parle en cas de Dieu, là, il faut que je... En gros, une réunion formelle, ça marche pas souvent. Il faut aussi avoir ces moments informels. Et il y a aussi... donc voilà. Tu parles souvent là de sortir du langage de la communication. Ouais. D'oser parler aussi Ouais, au niveau ça. émotionnel avec ses ados. Que les ados ont besoin d'un rapport plus émotionnel et qu'on leur parle de manière vraiment trop communication, trop abstraite, trop théorique. C'est ça, en fait, on a incarné... Parce que nous, adultes, on aime bien ne pas être trop dans l'émotion, dans nos réunions de boulot et tout ça. Mais les ados, ils ont besoin de quelque chose de plus émotionnel. Ils ont besoin qu'on leur parle de ce qu'on vit, de nos émotions en fait. C'est l'évitement émotionnel qui est un phénomène très puissant actuellement, fait que même, et c'est normal au boulot on n'en parle pas, mais quand même à la maison, il y a comme, on n'en parle jamais. Jamais, presque jamais dans les familles, moi je pose souvent cette question, on parle presque jamais des émotions. Donc c'est vrai que j'encourage les parents à ne pas hésiter de parler de ce qu'ils sentent, de vraiment, voilà, là je sens que ça m'a mis en colère, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Et juste de dire, tu vois, je sens ça m'a mis en colère, et même de pouvoir s'excuser à des moments quand on dépasse les bornes. Des fois, on dépasse les bornes avec notre adolescent, de savoir aussi se remettre en question, parler à partir de ses émotions, et ça change complètement l'atmosphère en fait qu'il y a dans la maison. Et sans même s'en rendre compte, parce que nous-mêmes, on lance cette dynamique dans la maison, les adolescents, par eux-mêmes, vont parler beaucoup plus directement de ce qu'ils vivent et de leurs émotions. En fait, c'est à nous, encore une fois, c'est pas de pression, mais si nous, on installe un dialogue, si nous, on installe une capacité de parler librement de ses émotions, sans même chercher à ce qu'ils parlent de leurs émotions, ils vont le faire naturellement. Ça se fait, en fait. Ils sentent qu'ils peuvent. Et à partir de là, les problèmes de boulot et tout ça vont se résoudre. Bah oui, parce que, en fait, et ça, c'est vraiment une des thèses de mon livre, en fait, c'est que l'adolescence, c'est un moment de crise. Tout le monde en parle comme une crise. Mais au fond, aujourd'hui, la crise d'adolescence, ce n'est que la première, en fait, d'une série de crises qu'on va vivre tout au long de la vie. Aujourd'hui, les repères sont tellement mouvants, les choses bougent tellement qu'on va vivre une crise parce qu'on doit se reconvertir, parce qu'on a une rupture amoureuse, parce qu'on a ceci. Les crises sont permanentes. La vie est tellement en mouvement qu'aujourd'hui, un adulte vit 5, 6, 7 crises dans sa vie. Donc, au fond, on a de la matière pour parler à nos adolescents des crises que l'on vit nous-mêmes, des émotions que l'on traverse, parce qu'on en vit là au quotidien. Et moi, en tout cas, ce que la méditation m'a appris, très profondément, c'est à avoir beaucoup moins peur de la crise. À faire de la crise, au fond, quelque chose qui peut être en renouveau. Et au fond, quand j'accompagne les ados, c'est de les aider aussi, quand tu parlais de confiance, de les aider aussi à avoir confiance que dans la crise, il y a un mouvement qui se met en place, ça bouge, les repères sont instables, mais c'est aussi, quand on apprend à l'écouter, à faire avec la situation, de pouvoir entendre ce qu'elle a à nous dire et qu'elle peut amener à l'ouverture vers d'autres portes, en fait, d'autres possibilités. Et donc, c'est vraiment l'idée de les apprendre à surfer un peu sur la vague de la crise et qu'au fond, c'est un apprentissage pour les aider à vivre toutes les prochaines. Donc nous, en tant que parents, en tant qu'accompagnants, on sait ce que c'est la crise et on peut les accompagner à vivre cette première crise sans avoir forcément peur, en fait. Parce que ce que la méditation m'a apporté aussi, c'est d'avoir moins peur, en fait, de ces moments de crise. Donc,
déjà, si on a moins peur de ce moment d'instabilité que vivent nos adolescents, peut-être qu'on va trouver de nouvelles pistes qu'on ne trouverait pas si on est pris un peu par l'inquiétude et la peur. Mais alors, comment on peut faire pour offrir ce livre à son adolescent sans qu'il voit ça comme un nouveau projet qu'on a, qui doit réussir à méditer pour... Parce qu'évidemment, ce qu'on n'a pas du tout dit, c'est que l'imitation que tu présentes, c'est le contraire de ce que les gens pensent. C'est pas pour calmer l'ado, pour ça, non, c'est pour vous faire la paix avec sa vulnérabilité, pour changer de stratégie, pour arrêter de se mettre la pression. Mais comment on peut présenter le truc ? Je pense qu'on peut présenter le truc parce que dans ce livre, il y a à la fois un cahier très pratique où ils vont pouvoir répondre à des questions, mais c'est aussi, je raconte mon parcours. Et au fond, je sais pas, ils peuvent parler ça de l'histoire de vie d'un éducateur qui a vécu une adolescence difficile, quelque chose qui soit plus un récit pour eux, qui commence par le récit, parce que toute la première partie, c'est un récit. Et en fait, je pense que ça va les accrocher, en fait. Parce que je parle vraiment de mon parcours à l'adolescence, des difficultés que j'ai traversées. Et à partir, dans un second temps, après, il y a des questions très, très concrètes qui vivent, mais ils ne commencent pas par ça. Et donc, je pense que c'est une bonne stratégie. En tout cas, les ados, c'est bien, les retours que j'ai eu d'ados, ils ont adoré le départ, en fait. Ils sont pris dans l'histoire. Et après, les exercices, ils les font, en fait. Parce que ça répond concrètement à leurs questions. Est-ce que tu as vraiment réussi à faire dans ce livre ? Je crois que c'est pour ça que tu as eu le prix des Libras, c'est que c'est vraiment... tu as trouvé une manière que l'ado, en lisant le livre, ou même en lisant juste certaines parties, va apprendre à faire ce mouvement-là. C'est-à-dire, toi, tu montres aux accompagnants comment changer de perspective, mais l'ado qui va lire ça, d'un seul coup, tu vas l'aider à qu'il se sente pas... rejeté, bizarre, anormal de ses propres troubles émotionnels, de ses propres difficultés. Et donc voilà, je pense que c'est très surprenant, très étonnant, très libérateur pour les adolescents. Et je pense que c'est un très beau cadeau à faire à vos adolescents. Merci beaucoup, Mathieu. Merci infiniment. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Et si vous voulez découvrir plus avant cette approche de la méditation, il ne s'agit pas de se mettre la pression, de se calmer, mais au contraire de lâcher cette pression, de se retrouver, de faire la paix avec soi, eh bien, je vous invite à une formation en ligne gratuite. C'est très simple. Vous pouvez vous inscrire en suivant la description ci-dessous et vous pourrez suivre. Voilà, je vous donne toutes les clés pour pouvoir mettre en application cette approche de la pratique de la méditation dont nous avons parlé aujourd'hui avec Mathieu. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode de Dialogue.